monsieur. OK. Je ne sais pas si tu peux nous partager ça, mais moi, je suis très intéressé à assister à cette ouverture-là, mais aussi à la suite du livre, là, parce que nous, on est tous des mentors, fait que c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, mais tout à l'heure, tu as dit, il y en a une qui était, il avait pris l'entreprise libérée, puis par la suite, on a décidé de changer. Tu as dit aussi, il y en a qui ça fit, puis ça fit pas. Ouais. Qu'est-ce qui fait que ça fitterait pas? Ouais. Dans le livre, je parle de conditions de base pour embarquer dans ce modèle-là. Et rapidement, ce que je dis, c'est qu'il y a comme 3 conditions qui, pour moi, sont des conditions de base. Il faut bien se connaître. Puis une fois qu'on se connaît bien, ça nous aide à avoir plus confiance en nous. Et d'avoir plus confiance en nous, ça nous permet aussi de faire confiance dans nos employés. Et c'est à partir de ça, si on n'a pas ces 3 conditions-là, si la confiance aux employés n'est pas là, c'est difficile d'embarquer là-dedans. Je ne sais pas, Steve, si tu répondrais quoi à ça, dans le fond, c'est pas pour tout le monde. Pourquoi chez vous, pourquoi pas ailleurs? As-tu quelque chose là-dessus? Ben, moi, ce qui me vient, évidemment, c'est je pense que tous les types d'organisations pourraient adhérer à un modèle comme ça, mais la principale, il faut que ça parte d'en haut. C'est un cheminement intérieur, parce que ça prend, pour transformer l'entreprise, ça va être la transformation extérieure vienne, il faut se transformer intérieurement, puis dompter son ego et aller à la rencontre de soi-même, parce que oui, ça prend une bonne estime de soi, puis il faut être bien avec soi-même, il faut être sûr, parce que il y aura plein de doutes, parce que l'entreprise c'est des aléas, puis le réflexe premier, quand ça va mal, c'est de reprendre le contrôle. Mais quand on fait confiance aux employés, mais au-delà de ça, confiance à la vie que soit qu'on réussit, soit qu'on apprend, mais c'est notre chemin. Puis la vie veut nous emmener là. Puis il faut que la vie circule. On est tanné des organisations mécaniques. Ça nous a rendu des défis à service, mais ça nous a fait beaucoup souffrir également. La planète et le milieu du travail en général est comme au bout de quelque chose. Fait que cette nouvelle façon de faire-là apaise. Puis la redistribution de la responsabilité, c'est une des facettes, mais à la base, ça part dans le dedans, de ce que tu es profondément. Puis on peut faire des affaires avec des valeurs humaines, des valeurs plus humanistes, avec une certaine forme de spiritualité, c'est de se donner le droit d'essayer ça, et non le management, plan control, une planification stratégique, et les directeurs, la hiérarchie, la structure. Puis j'ouvre la parenthèse, il ne faut vraiment pas penser que l'entreprise libérée, c'est pas structuré, loin de là. C'est que des fois, on va défaire, il va se créer beaucoup de modèles, on va défaire tout ce qui avait été bâti pour que d'autres choses émergent, d'autres choses de plus vivantes, plus organiques. Puis nous, évidemment, on est fournisseur numéro 1 chez nos 5 principaux clients. On passe tous les audits de qualité, mais c'est en termes de capacité de livraison à temps et en termes de productivité, on est quand même dans les meilleurs. Ça prend une structure, mais la structure est au service de l'organisation et non au service des directeurs. C'est subtil, mais ça fait toute la différence. Le mot confiance revient souvent dans le livre, puis Steve va en reparler, je viens d'en parler dans ma réponse aussi. Donc, il faut vraiment se faire confiance aux autres. C'est pas tout le monde qui est là, dans les entreprises. Souvent, moins on se fait confiance, plus on est méfiant par rapport aux autres. Et quand ce tissu-là est là, il y a un chemin à faire au niveau de l'entrepreneur. Même tout à l'heure, Gérard t'a mentionné qu'ils ont été libérés puis ils ont retourné à l'éthique conventionnelle après. Ça peut dire quelque chose qui s'est passé. Oui. Lui, Stéphane n'est pas ici pour nous répondre ce matin. Ce qu'il nous dit, entre autres, c'est qu'il a été mal accompagné. Donc, il y a aussi, c'est quand même, il y a des processus dans les entreprises libérées. C'est pas l'anarchie totale, même si tout le monde peut prendre des décisions. Il y a des processus à respecter. Si c'est mal préparé, ben, ça peut déraper à quelque part. Donc, Stéphane parlait de ça. Et il parlait aussi d'un leadership mal assumé dans l'organisation. Donc, une de ses collègues, il y a une de ses collègues qui assumait un poste important dans l'entreprise,
et qui était très paternaliste. Et à un moment donné, ça a comme fait une chape de plomb sur l'entreprise et ça a fait qu'on peut plus continuer. Jacques? Oui, les entreprises d'économie sociale qui ont des conseils d'administration, comment ça peut se passer? Tu as le conseil, tu as le gestionnaire ou la direction générale. Comment ça se fait? Ouais. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant dans le livre d'avoir l'exemple de Daniel Boyer qui dirigeait un organisme non lucratif avec un conseil d'administration. Et lui, ce qu'il me disait, c'est que c'est important que le conseil d'administration adhère. Où ça passe, c'est-tu le directeur général qui veut implanter ça? C'est-tu le conseil d'administration? En tout cas, dans les exemples que j'ai vus, souvent c'était plus le directeur général qui croyait à ça. Mais pour l'implanter et qu'il y ait une pérennité pour que ça dure, il faut que le conseil d'administration adhère à ça. Parce que si le conseil d'administration n'adhère pas, le jour où le directeur général va lever les pieds, ils vont retourner à l'ancien modèle où ils sont probablement plus à l'aise. Et même s'ils n'adhèrent pas, même pendant aussi, aussitôt que c'est pas toujours facile, Steve nous disait dans les premières années, on ne le fait pas pour que ce soit rentable les premières années. Là, il y a un ajustement, quand on fait ce changement-là, il y a un ajustement dans l'entreprise qui se passe. Et ce chaos-là fait que des fois la rentabilité n'est pas là, dans les premiers mois, premières années. Donc, le conseil d'administration, s'ils n'adhèrent pas à ça, ils vont paniquer et ils vont se dire on fait lever les pieds au directeur général. Donc, la chimie entre la direction générale et la direction générale du conseil d'administration est très importante. Je vais l'avoir. Il y a peut-être une notion de parapluie, là, parce que les conseils d'administration, quand même, dans les grosses corporations, ben, les autres, évidemment, ne sont pas sensibles à ça. Fait que le DG, lui, il faut qu'il bâtisse une culture axée sur l'entreprise libérée, mais c'est un parapluie. Il répond aux exigences du conseil d'administration, mais en même temps, il y a des choses à livrer, il faut qu'il rende les choses plus humaines. C'est un jeu d'équilibriste incroyable. Puis l'entreprise plus traditionnelle, évidemment, ou plus de moins d'envergure, mais ça prend un actionnaire bienveillant. Un actionnaire, il n'y a pas besoin de l'exiger, de l'inculquer, mais ça prend une notion que le rendement, on aime tout investir dans l'économie sociale, peut-être que les rendements sont moindres, mais c'est meilleur pour l'humain, c'est meilleur pour la planète. Ben, ça prend des actionnaires plus c'est pas juste l'objectif du rendement financier, mais de l'impact que ça va avoir. Fait que, l'actionnaire, il faut qu'il soit sensible à ça pour laisser l'entreprise libérée se déployer. Parce que si l'actionnaire veut passer à la caisse, puis maximiser ses rendements, puis tout ça, c'est sûr que tôt ou tard, ça va aller à l'encontre parce que ça prend du temps. Les belles choses prennent du temps. Gérard? Oui, c'est bien. Merci beaucoup. Merci pour ce témoignage, ce partage. Je serais curieux de savoir le processus initial avant l'implantation. Donc, l'idée vient du gestionnaire, du directeur, du propriétaire, puis il essaye de convaincre son équipe, ou c'est la dynamique de l'équipe qui tend à convaincre le directeur ou le gestionnaire de se dire, bon, ça faudrait mieux, je ferais mieux de les diriger ou de les accompagner différemment. Et j'aurais une deuxième question en fonction de la réponse à la première. C'est une question que j'ai demandé aux entrepreneurs comment ça avait parti, d'où venait l'idée, puis comment ça s'était. Dans le fond, quand on parle il y a des étapes, et les étapes un peu préliminaires, ça venait de où? Et beaucoup m'ont dit, dont Steve, je me souviens bien, parce qu'on va enrichir là-dessus, c'est que les gens ont entendu parler du modèle, ils ont trouvé ça intéressant, ils ont lu là-dessus. Et là, plus qu'ils lisaient, plus qu'ils trouvaient ça intéressant, puis à partir de ça, ils ont envie d'aller plus loin. Dans le cas de Steve, il y a eu quand même Toscane qui s'est passé. Peut-être que tu peux parler de ça? C'était après. Ah, c'était après. Si je parle de moi, de motivation, évidemment, c'est comme entrepreneur dans le système plus traditionnel. Il y avait un décalage lorsque j'étais profondément. Puis, ce que je pensais qu'il fallait être comme entrepreneur pour avoir été dans mes écoles, dont l'école en chute de Beauce. Fait que voici les meilleures façons de faire en entrepreneuriat. Puis moi, humainement, profondément, il y avait comme un décalage. Parce que moi, la confiance dans ma vie, c'est comme ma forme de spiritualité et ou de valeur. Tu sais, c'est au cœur de ma vie personnelle, mais dans le professionnel, on est sur plus la méfiance, le contrôle, l'exigence. Fait que c'est sûr qu'il y avait un gros décalage. Quand j'ai entendu dire qu'une entreprise, ça pourrait se gérer plus humainement, puis on pourrait mettre la confiance à l'avant-plan, j'aurais pas eu
le courage ou l'audace de l'inventer, mais sachant que ça existe, moi j'ai tout de suite dit, il y avait une souffrance en moi qui me portait vers un mouvement. Fait que, dans la vie, c'est ça, des fois, pour changer de façon audacieuse, ça part soit d'une souffrance ou d'un grand élan où tu es vraiment inspiré. Moi, il y avait plus de souffrance. Puis, essentiellement, je crois pas que ça peut jamais partir des employés pour que ça l'insuffle par en haut, parce que les employés vont quitter tôt ou tard si ça ne marche pas, mais il faut que ça parte des leaders, du principal leader, puis peut-être des directeurs et ou du DG, mais des employés pour que ça monte vers l'eau. J'ai pas d'exemple connu où ça s'est fait. En plus, pour enrichir sur ce que Steve dit, vous me disiez, puis mes lectures aussi, que souvent, quand on implantait ce modèle-là, il y avait beaucoup d'insécurité dans l'organisation qui se créait et il y a des employés qui quittaient parce qu'eux, ils aimaient bien avoir des directives. Là. Tout d'un coup, se retrouver avec être imputable de décision. Ils étaient mal à l'aise avec ça, donc ils préféraient aller ailleurs dans un modèle plus traditionnel où ils font leur petit job tranquille puis ils ne sont pas imputables des décisions se prennent ailleurs. Il y avait ça aussi. Tu viens de répondre. C'est comment les employés, comment l'équipe recevait ça et comment réagissait face à ça, si ça venait. Là, on a parlé beaucoup d'accompagnement aussi, formation, accompagnement, créer. Dans le fond, il faut recréer la confiance aussi là, dans l'équipe. Ça prend vraiment, il y a du, je vais dire en latin, il y a du team building à faire. Il faut qu'on consolide l'équipe. Chez vous, ça devait être ça aussi, j'imagine. Je me souviens que Vincent parlait beaucoup de formation. Toi, je t'entends parler un peu aussi d'accompagnement, sûrement. Oui, de l'accompagnement. Nous autres, on a eu un accompagnateur pendant la première année pour démystifier c'est quoi cette bébête-là. Parce que derrière tous les projets, quand on est entrepreneur, on est en pratique, on les a mis en place mille fois, puis on essaie quelque chose, puis on essaie quelque chose, puis on essaie quelque chose, puis les employés sont là, puis ils disent c'est encore une mode, il est allé à quelque part, puis il a entendu parler de ça, fait que regarde, on va passer. Le consultant était là pour dire non, ça s'existe ailleurs, voici ce que c'est, puis c'est du concret, là, mais ça pourrait se faire de telle manière. Fait que pendant un an, on a démystifié un petit peu, puis ça prend comme des fois une. Tu sais, la méfiance, c'est pas vrai que je mets la confiance au centre de la pièce, puis je veux dire, elle circule. Non, il faut tranquillement baser les employés de dire Steve, y a-tu vraiment confiance en nous? Puis ça va changer. Y a-tu quelque chose que j'ai pas vu? Y a-tu un plan derrière ça? Ou est-ce qu'ils se servent de ça pour nous soutirer un peu plus d'efforts ou quoi que ce soit? Y a-tu un agenda caché? Fait que ça, c'est le temps qui va tranquillement faire apaiser ça. Le consultant est là aussi pour une personne autonome qui, il n'y a pas de parti pris, puis c'est comme le confident, fait que les employés vont le voir, puis ils en discutent, etc. Fait que lui, c'est comme une fonction RH, mais le consultant, il a eu cette fonction-là aussi pour les employés évacuent leur part. Fait que lui, la première année, ça a été un plus, mais rapidement, la deuxième, nous, on sentait qu'on fait continuer notre chemin nous-mêmes. Je vous écoute parler, puis souvent dans ma carrière, j'ai vu comme entrepreneur, on focus beaucoup sur la vision. Mais nécessairement, la vision d'un entrepreneur, c'est du changement. C'est la création qui est le changement de l'environnement. Et ce qu'on saute, c'est l'étape après à clairement regarder l'écosystème autour de cette vision et comment gérer le changement. Puis ça, c'est une étude en soi. Je vois un deuxième livre. C'est vraiment focusé sur le changement, comment adresser la résistance, comment vraiment... Et l'écosystème au centre, c'est vous, votre cœur, votre âme, vos idées de l'entrepreneur, mais après ça, il faut sortir. Beaucoup d'échecs que j'ai vus dans ma vie, c'est l'idée, j'ai une vision super, great. Mais si tu ne prends pas le temps de mapper sincèrement et penser à la situation de chacun, puis après ça, de construire des fronts de changement doucement et adresser la résistance. J'ai vu, j'étais avec une couple d'années comme consultant avant, puis j'ai vu des désastres où finalement la négligence de l'entrepreneur a détruit complètement des vies des gens qui étaient incapables de suivre le changement. Donc, gérer le changement, c'est pas visionnaire, c'est l'exécution du créativité. Puis je pense que c'est là où on s'échappe des fois. On pense juste parce qu'on a un bon changement, tout le monde va embarquer parce que vous êtes vendu ou moi je suis vendu à la prison.
Donc, c'est intéressant d'écouter ça et revenir sur cette importance. Donc, deuxième livre. La Deuxième préface est livre. déjà rédigée. Ouais, On l'a entendu en couleur. Je ne pouvais pas corriger le français, mais... Et on est bon quand je le français, mais on pourrait aussi inverser les rôles. Tu pourrais l'écrire. Ah oui. J'aurais une question à poser à M. Simon. Vous avez une grande entreprise dans le commerce de détail. Vous aussi, vous avez une entreprise de plusieurs générations. Quand vous, dans votre rôle à vous, c'est d'amener une entreprise qui va continuer à exister dans le futur. Quand vous entendez le concept de l'entreprise libérée dans une grande entreprise comme la vôtre, c'est sûr que ça vous interpelle parce que vous avez accepté de signer la préface, mais qu'est-ce que ça vous dit, ça, ce modèle-là, puis quand vous regardez votre propre entreprise, pour regarder en avant aussi? À la base, ça m'a ramené juste l'entreprise est une famille, donc on est capable de faire des sacrifices et de penser long terme et sacrer l'entreprise. Une entreprise est une communauté de gens. Il est là pour servir non seulement les propriétaires, mais tout le monde qui est là. C'est pas juste la rentabilité. Et là, je parle un petit peu sur le top, juste comme ça, mais je trouve qu'il y a des questions de degré. Donc, il y a de l'hybridisation. L'idée, c'est pas 0 ou 100%, des fois. Et je trouve qu'il y a des moments dans la vie d'une entreprise. Les entreprises vivent des étapes. J'ai commencé à 10 millions, mais tout à 10 millions à 75 millions, tout va bien. C'est la même chose tous les jours. C'est une croissance juste straight. Mais quand on frappe une étape, là, l'entrepreneur a besoin de reculer et de dire « Wow, là, ce qui fonctionnait entre telle étape et telle étape ne fonctionne plus. Il faut se réinventer continuellement. » Et donc, à chaque réinvention, cette livre-là peut venir, parce qu'à 15 millions, je dirais, on avait une entreprise libérée, là, sans le savoir. Je pense qu'on avait du monde entouré de bon monde, il faut laisser le monde. Là, on vient une autre étape qu'on n'a pas réglée encore. Ce n'est pas 0 à 100%. Je pense beaucoup à comme outil d'hybridisation pour amener la valeur ajoutée pour les gens avec qui on travaille, du plaisir d'accomplissement, puis de groupe. Puis, et il y a des moments, parce qu'à certains moments stratégiques dans l'entreprise, c'est vrai, oui, il faut inclure tout le monde, mais ça prend une certaine rigueur. On ne peut pas avoir tout le monde qui fait n'importe quoi, mais entre ces étapes stratégiques, il y a beaucoup de place à pas écraser. Et je reviens toujours, c'est l'ego. Dans l'écosystème du changement, tout le temps, au centre, c'est l'entrepreneur. Si vous avez des bébites ou moi j'appelle ça des mommy daddy issues, là, je ne peux pas refaire ce que vos parents n'ont pas fait. You have to have your shit together. Mais il faut vraiment te connaître bien et savoir que des fois on se retire et c'est pas confortable. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas bon. C'est juste pas confortable. Il faut savoir rentrer, se calmer et dire c'est pas confortable, mais j'apprends. Et j'avance parce que c'est pas confortable. Quand c'est confortable, on avance pas. Je sais pas, c'est des idées un petit peu disparues, mais disparaître, mais encore, c'est comme un catalyseur d'idées. Et je pense que le moment est propice à ça, parce qu'il y a un besoin dans les entreprises, cette idée-là de la définition du travail, le rôle que le travail joue dans nos vies, et comment permettre les gens de s'actualiser, puis de trouver une certaine humanité, une compassion, une empathie dans le milieu professionnel où on passe tellement d'heures dans notre vie. C'est-à-dire tous les jours au travail, puis dire, oh my God, tu sais, je m'en vais au travail encore. Oh, ça c'est une définition de l'enfer sur Terre. On n'est pas d'accord, non? Voilà. Deuxième livre, on commence à écrire. Ce soir. C'est intéressant aussi qu'on introduise la notion de degré de participation. Dans le fond, je pense que c'est pas tout le monde qui va aller à 100%. Toutes les décisions sont prises par tout le monde. Des fois, il peut y avoir certains degrés là-dedans. Je regarde sur les 6 entrepreneurs, entre autres, quand je leur demandais qui décide des salaires dans votre entreprise. Il y en a qui disaient c'est les employés. Il y en a qui disaient nous, on s'est gardé cette décision-là. Donc, vous voyez qu'il y a des degrés là-dedans aussi. C'est aussi une question d'être à l'aise dans ce genre de décision-là. Donc, ouais. En fait, on pourra en discuter là, très. Mais bravo! Bravo!